Le panafricanisme est une idéologie politique qui a été conçue par les diasporas africaines, d'abord d'Amérique, ensuite d'Europe et enfin d'Afrique. C'est dans cet ordre-là que cette idéologie est apparue. En Amérique du Nord, elle est remontée en Europe, notamment à travers l'Angleterre, puis elle est entrée en Europe continentale, et c'est comme cela qu'elle est descendue en Afrique. La première des choses qu'une Africaine ou un Africain cultivé savent, c'est que l'idéologie panafricaniste a été pensée par des Africains des diasporas. Là-bas, aux États-Unis, ce sont les premiers Africains qui écrivent pour revendiquer leur identité culturelle africaine, pour revendiquer la légitimité du retour en Afrique, pour revendiquer la nécessité que les Africains du monde entier qui ont été soumis à la traite négrière, l'Afrique qui est en train d'être agressée par les puissances coloniales, que tout ce monde s'unisse afin de se faire respecter sur tous les continents. Panafricanisme, ce n'est pas l'afro-africanisme, c'est le panafricanisme. Dans ce mot panafricanisme, il y a deux termes qui sont combinés. Il y a le mot pan qui veut dire la totalité, le monde. Et il y a le mot africanisme qui veut dire insistance sur les valeurs, la qualité et la légitimité de la civilisation noire d'Afrique. La civilisation de Kemet, la civilisation d'Al-Keboulan. Donc, le panafricanisme, c'est un combat planétaire. Ce n'est pas qu'un combat continental. Le panafricanisme est un combat pour le retour en pleine respectabilité, en pleine dignité, en pleine prospérité des populations issues d'Afrique, quel que soit le pays africain concerné et quel que soit le continent où elles se trouvent. Il s'agit de les affranchir de toutes les stigmates de la domination négrière, de la domination coloniale, de la domination néocoloniale, de la domination impérialiste et de la domination africaine. Quand vous allez chercher au fin fond de l'Amérique, vous trouvez dès le 18e, 19e siècle les grands auteurs qui écrivent. Vous les trouvez également dans les îles antillaises. Les grands auteurs qui écrivent, ce sont les Du Bois, ce sont les Bleeden qui écrivent. Quand vous entrez, vous remontez vers le 19e siècle, vous avez déjà les Marcus Garvey qui vont marquer la première moitié du 20e. Vous avez des figures comme ça. Vous avez les Boucard, vous avez les Antonin Firmin dans les îles haïtiennes qui écrivent pour démontrer que les arguments d'Arthur de Gobineau sont faux. Ce sont ces gens-là qui vont travailler et dont les idées vont rencontrer l'intelligentsia noire installée non seulement aux États-Unis, venue d'Afrique récemment, mais installée aux États-Unis, en Angleterre et en Europe continentale, avec les figures justement des Césaire, des Senghor, avec la figure de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est amené au panafricanisme à l'occasion de ses études américaines et ses études britanniques. Bon. Donc ça, c'est la première chose que les Africains doivent savoir. Le panafricanisme a été pensé par les diasporas africaines. Je vois beaucoup de gens qui ne se sont pas imposés le devoir d'apprendre, mais qui prétendent faire de la politique et qui parlent de panafricanisme sans avoir d'abord bien compris la dimension mondiale de l'idéologie. Elle est mondiale. Ce n'est pas une idéologie qui est enfermée dans les limites de la race. Ce n'est pas une idéologie qui est enfermée dans les limites de la géographie. C'est une idéologie affirmant la dignité des hommes et des femmes venus d'Afrique sur tous les continents. Et cette dignité n'est même pas affirmée dans le but de dominer les autres peuples, mais de mettre fin à toute forme de domination. Le panafricanisme est en fait une idéologie de l'égalité humaine. Les grands penseurs du panafricanisme, comme a pu l'être par exemple Anténor Firmin, qui a démontré l'égalité de tous les groupes humains, l'égalité des races humaines, contre Arthur de Gobineau, il ne voulait pas affirmer la supériorité du noir sur le blanc ou le jaune, mais de dire il n'y a pas d'humain supérieur. Il n'y a pas d'humain qui soit naturellement supérieur aux autres. Bon. Maintenant, deuxième élément important. J'ai dit panafricanisme révolutionnaire. Parce que quand l'idéologie descend sur le continent africain, au XXe siècle,
elle trouve le continent clivé par les deux grandes écoles politiques de l'Occident. D'une part, la droite, plutôt capitaliste libérale, et de l'autre côté, la gauche, plutôt socialiste et anti-libérale, collectiviste, etc. Or, quelle est la logique qui domine l'Afrique? C'est la logique de l'exploitation capitaliste qui domine l'Afrique. Les grandes puissances négrières du XXe siècle, colonialistes du XXe siècle, impérialistes du XXe siècle en Afrique, sont systématiquement des puissances qui imposent aux pays africains une domination de type capitaliste et libéral. Voilà pourquoi sur le continent, le panafricanisme va prendre comme forme pour lutter la doctrine révolutionnaire inspirée de la gauche, notamment de la gauche marxiste, la gauche léniniste et la gauche maoïste. Marxiste, Karl Marx, léniniste, Lénine, et maoïste, Mao Tse-tung. Ces trois figures de la gauche internationale vont inspirer les panafricanistes se battant contre le colonialisme. Et c'est ainsi que va naître le bouquet théorique de ce qu'on appelle le panafricanisme révolutionnaire. Alors, que dit le panafricanisme révolutionnaire? Il dit que partout où la souveraineté de défense, la souveraineté économique, la souveraineté politique et la souveraineté culturelle des Africains n'est pas reconnue, les Africains doivent se coaliser et lutter contre le dominant, quelle que soit la couleur de la peau du dominant. Je recommence les thèses fondamentales du panafricanisme révolutionnaire. Première thèse, les Africaines et les Africains qui sont victimes de la domination militaire, de la domination économique, de la domination politique, de la domination culturelle, doivent se grouper comme un seul homme et constituer des mouvements de libération. Et ils doivent passer des alliances avec les puissances du monde entier qui acceptent et qui reconnaissent la légitimité du combat des Africains pour récupérer leur souveraineté. Voilà le panafricanisme révolutionnaire et voilà pourquoi les grandes familles, les grands mouvements panafricanistes révolutionnaires du continent seront souvent alliés avec les mouvements anti-impérialistes, anti-colonialistes, les mouvements socialistes et les mouvements révolutionnaires européens, asiatiques et même américains. C'est de là que vient la proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et Cuba. La proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et l'Union soviétique, devenue aujourd'hui la Russie. La proximité entre les mouvements révolutionnaires panafricanistes et la Chine. Tous les pays dans lesquels avaient eu lieu des révolutions marxistes, léninistes ou maoïstes, ces pays vont tout naturellement être en proximité avec le combat des Africains et vont aider plusieurs mouvements de libération à mener leur lutte. C'est le cas du FLN en Algérie, c'est le cas de l'UPC au Cameroun, c'est le cas du MPLA en Angola, c'est le cas de la SWAPO en Namibie, c'est le cas de l'ANC en Afrique du Sud, c'est le cas, dans une certaine mesure, du MESAN, c'est le cas du RDA en Afrique de l'Ouest, et notamment donc au Mali avec l'immense Modibo Keïta. C'est le cas du PAIGC en Guinée-Bissau avec le camarade Amilcar Cabral. C'est le cas du Parti démocratique de Guinée, du PDG RDA, du camarade Ahmed Sékou Touré, en Guinée. C'est le cas du Frélimo, du camarade Samora Machel, ou c'est le cas du parti du Mwalimu Julius Nyerere en Tanzanie, etc. C'est cela qui donne le panafricanisme révolutionnaire. Que veut dire révolutionnaire? C'est-à-dire lutte déterminée contre la domination, afin de renverser la domination. Car la notion de révolution signifie celle de renversement de la domination. Révolution signifie un mouvement par lequel ce qui est en haut est projeté en bas, dans un mouvement circulaire et dialectique. C'est le panafricanisme révolutionnaire. Or, aujourd'hui sur notre continent, quelle est l'idéologie politique qui a le vent en poupe? Quelle est l'idéologie qui inspire l'Afrique, dont 70% de la population est jeune? Incontestablement, c'est l'idéologie panafricaniste, révolutionnaire. Et quels sont les trois pays qui aujourd'hui sont regardés par les Africains comme marchant sur la trace des grands du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe? Mais c'est incontestablement le Mali du général d'armée Assimi Goïta, le Burkina Faso du capitaine
eh bien, Ibrahim Traoré et le Niger du président Abdourahmane Tchani. Pourquoi intéressent-ils les Africains? Parce qu'ils opèrent des changements révolutionnaires. Ce sont des pays qui étaient militairement occupés par les puissances coloniales, négrières, néocolonialistes et impérialistes, jusqu'à il y a à peine 2 ans. Dans tous ces pays, ces puissances ont été priées de retirer et forcées de retirer leurs troupes. Ce sont des pays qui sont dans un processus de récupération de leur souveraineté économique. L'un des événements les plus attendus du continent africain, c'est l'émergence de la monnaie souveraine de l'AES. Ce sont des pays qui ont refusé la propagande et le chantage démocratique et droits de l'homiste des puissances occidentales, pourtant principales violatrices des droits de l'homme dans l'histoire du monde. Oui, ces pays ont refusé ce chantage pour se juger sur leurs propres critères. Les critères moraux, éthiques, les critères politiques issus de la tradition politique africaine et de l'expérience africaine. Mais pourquoi ces pays refusent-ils d'être jugés de l'extérieur? Mais parce que ces pays savent ce que M. Sarkozy a reconnu. Vous ne pouvez pas vous faire enseigner la moralité politique par des gens qui reconnaissent ceci à propos de la nature de leur pratique politique. M. Sarkozy, quelle est la nature de la pratique politique de l'Europe dans l'histoire? Et pourquoi est-elle discréditée pour être professeur de morale politique pour les Africains de ce siècle? Oui. Je vais vous dire une chose. Allez-y. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. très bien. C'est l'Europe. Très bien, M. Sarkozy. Et je vais vous dire autre chose. Ouais, C'est pas au Moyen-Âge, très bien. c'est au XXe siècle. Bravo. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah bon? C'est en Europe qu'on s'est battu. Voilà. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Très bien, M. Sarkozy. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Bravo, bravo, bravo. On a aussi oublié la Libye, Si vous n'avez pas l'Union européenne, que vous avez bombardée, vous avez des Sarkozy. affrontements considérables. Ouais, tout à fait. OK. Merci, M. Sarkozy. Je vais vous dire une chose. Non, c'est bon, vous l'avez déjà dit. L'Europe, Merci. Donc, le panafricanisme, eh bien, précisément, c'est le refus de se faire dicter les critères de l'ordre politique, de l'ordre économique, de l'ordre social par quelqu'un d'autre. C'est la civilisation africaine qui devient le référentiel des valeurs de société, les valeurs politiques, les valeurs économiques africaines. C'est ça le panafricanisme. Donc aujourd'hui, en réalité, tout mouvement politique qui ne s'aligne pas sur l'idéologie du panafricanisme révolutionnaire est un mouvement qui, de près ou de loin, eh bien, se contente des acquis du réformisme, d'une part, et d'autre part, des acquis du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et je voudrais vous appeler à constater que ce clivage a lieu dans tous les pays africains. On voit très bien deux façons de regarder l'Afrique et le monde. Une façon qui consiste à vouloir se trouver une place dans un monde où les Africains sont décrétés subalternes à vie. Et une autre manière d'opérer dans le monde pour récupérer toutes les dimensions de notre souveraineté, ici et maintenant, sans tomber dans la moindre flatterie du type de l'évolutionnisme colonial. Prenez d'abord un peu, dans 50 ans, vos enfants prendront d'abord ensuite un peu, dans 150 ans, vos arrière-petits-fils vont prendre un peu. Cette théorie-là, eh bien, si elle était vraie, Singapour, qui était moins développé que beaucoup de pays africains en 1960, ne serait pas plus développé que la plupart des pays africains en 2025. Si c'était vrai. Si c'était vrai, la Chine, qui était en réalité un pays sous-développé dans les années 30, 40, 50, ne serait pas aujourd'hui en train de concurrencer et de doubler les États-Unis. S'il était vrai qu'il faut attendre 100 ans, 150 ans, 200 ans pour avoir un standard de vie, une qualité de vie, matérielle du moins, au moins comparable à celle des pays occidentaux, si c'était vrai, l'Asie du Sud-Est ne serait pas en train de passer devant l'Europe. Vous avez compris? Il n'y a aucune limitation ontologique. Il n'y a aucun empêchement consubstantiel de progresser. Il n'y a rien qui empêche véritablement les Africaines et les Africains de construire de belles cités, de belles campagnes, de construire une belle nature, de faire de l'Afrique, eh bien, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, non seulement le continent le plus riche, mais le continent le mieux géré et le mieux gouverné de la Terre. Et le panafricanisme révolutionnaire
est le corpus idéologique dans lequel trempe la volonté des Africains qui, dès maintenant, ont changé. Qui, dès maintenant, vivent dans le monde de la liberté. Où qu'ils soient dans le monde. La liberté est dans un rapport particulier au monde. Ce rapport, celui du panafricanisme révolutionnaire, est celui de la résistance créatrice. Créatrice de souveraineté, de défense, créatrice de souveraineté économique, créatrice de souveraineté dans l'acte d'institution de l'ordre politique et créatrice de souveraineté sur le plan de la culture. John ni lama wah meleme kal yomni ni lem hiam hibasa. Mur angwe bonba Afrika bawa sumunun konsi. Alama dirinjo. Alama dirjo. Inyu bonle. Bisonda pe manola pe ye Afrika pe hu mambay map. Moni mi wip mas vele France fa mi mal ya Afrika. Banga man Afrika alama jo len. Alama jo hikikel inyu bonle ba anebe Afrika. Bonba Afrika bonba poholbo. Ni norme longe. Banga man Afrika, ambongo lembi Afrika, ni makende momaso, ni gweha yoso, ni la yile, Afrika ye longbusu munun konsi. Tilana yomi, tilana, tilana, tilana. Mais oui, le rapport à la langue africaine, le rapport à l'histoire africaine, le rapport à la tradition africaine, il doit être renoué. Et c'est à cela qu'on reconnaît le panafricaniste. Il ne délègue pas aux autres le devoir de parler la langue africaine pour lui. Il la parle. Et s'il ne la connaît pas, il l'apprend, où qu'il soit sur la terre. Écrivez ça. Tilana Iyomi. Tilana Yo. Il ne fait pas semblant de la parler. Il la parle vraiment. Il poétise dans cette langue. Il rêve dans cette langue. Il transmet dans cette langue. Il enseigne dans cette langue. Il calcule dans cette langue. Il théorise dans cette langue. Le panafricaniste. Ce n'est pas un complexé. Il n'est complexé de rien du tout. Il est quelqu'un qui est déterminé à faire vivre dans toute sa richesse la belle civilisation dont il a hérité. Et qui ne pâlit ni de jalousie ni d'envie devant ce que les autres considèrent comme le summum de l'heure. Il respecte la beauté et la diversité de l'œuvre du genre humain sans tomber dans le moindre complexe d'infériorité envers qui que ce soit sur la planète. Car pour le panafricaniste, quand en plus il a la dimension de la tradition africaine, il n'y a de Dieu que Dieu, et le rapport à Dieu passe par la médiation ancestrale. La médiation ancestrale est le chemin le plus sûr qui mène entre l'individu et son créateur. C'est le lien le plus certain. Si nous sommes des créatures, et si Dieu Tout-Puissant est notre créateur, mais il nous a donc créés par la procréation de nos ancêtres. Donc les Africains possèdent en réalité le culte le plus logique de la terre. Tu te rapportes au Tout-Puissant en respectant bien la lignée par laquelle tu es sorti de lui. La filiation ancestrale. Et donc, un Africain qui renie sa filiation ancestrale a renié Dieu lui-même. Et toutes les écritures sacrées de toutes les religions disent bien « honore ton père et ta mère ». Et ainsi, tes prières à ton Créateur, Dieu Tout-Puissant, seront agréées. Le père et la mère dont on parle ici, ce sont les ancêtres angélisés, par lesquels et à travers lesquels, à travers la procréation desquels, nous fûmes créés. Donc l'Africain doit être à l'aise avec les catégories métaphysiques, les catégories politiques, les catégories économiques, les catégories culturelles tirées de sa tradition. Et il doit travailler à non seulement les adapter, mais à les féconder, à les rendre encore plus aptes à répondre à ses aspirations et à proposer au monde un chemin meilleur. Celui d'une civilisation, de l'harmonie avec soi-même, de l'harmonie avec autrui, de l'harmonie avec la nature, de l'harmonie envers le monde surnaturel. Cette civilisation que nous appelons la civilisation de la Maat. Voilà l'assise spirituelle du panafricanisme révolutionnaire. Alors, ceux qui ne veulent pas creuser dans cette direction, incontestablement, vont être largués par les événements qui se succèdent sur le continent. Les événements qui se succèdent sur le continent africain vont laisser sur le carreau tous ceux qui ne se mettent pas au diapason du panafricanisme révolutionnaire.
Ceux qui veulent simplement exploiter les forces panafricanistes révolutionnaires pour réaliser leurs objectifs réformistes et conservateurs de l'ordre néocolonial et de ses héritages, tout cela vont être doublés parce que la force du panafricanisme révolutionnaire, elle brise toutes les ruses. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais faire ce rappel sur ce que c'est que le panafricanisme révolutionnaire. Révolutionnaire signifie en lutte permanente contre l'injustice, renversant partout les injustices là où elles se forment. La société humaine, par définition, crée toujours des injustices. Qu'elle le veuille ou non, toute société génère des injustices. Donc en fait, le panafricanisme est une forme de vigilance du citoyen, de la citoyenne africaine envers la société, afin qu'elle ne génère pas davantage d'injustice que de justice, de fausseté que de vérité, de bien, qu'elle ne génère pas davantage de maux que de bien, et qu'elle aide l'homme à réussir sa traversée terrestre, son passage de la forme animale à la forme, angélique, qu'on appelle encore la forme ancestrale.